scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 61e. Vous vous demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Falcao, le Colombien qui a pris dessus, il a réussi son dribble. Falcao, il est bon. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Salut tout le monde et bienvenue dans ce mur des légendes numéro 29. Et aujourd'hui on va faire un saut dans le temps puisqu'on va parler d'un ancien défenseur. On va parler de Marcel Artelleza, surnommé également la truelle ou le maçon. Boris nous fera un plaisir de nous expliquer pourquoi, sans que c'était une vocation. Mais voilà, on va faire donc ce saut dans le temps pour parler d'un joueur qui a quand même été parmi les plus titrés, enfin un des plus titrés de l'AS Monaco et aussi ayant fait partie de l'âge d'or de ces années 60. Voilà, donc effectivement il y a quand même une ribambelle de joueurs qui sont concernés de cette belle génération-là. Et donc c'est vrai que finalement on est amené à en faire un certain nombre quand on y pense. Et donc en voilà un de plus. Donc le mur des légendes qui est de retour du coup avec Boris et avec Rome. Bonsoir messieurs. Bonsoir Damien. Salut à tous. Alors du coup Marcel Artelleza, vous voyez on a quand même une jolie photo même en plus sur notre visuel quand même, c'est ce qui est en plus plutôt rare pour trouver des belles photos sur ces anciens joueurs. Marcel Artelleza, donc défenseur central, Boris, arrive à l'AS Monaco en 1961. Ouais, exactement. Il a 23 ans. Il est né en 1938 dans l'Aube, puisque et il va débuter sa carrière à Troyes dans le club local phare, on va dire. Et joueur qui explose petit à petit, on va dire, dans une équipe qui n'est pas forcément évidemment un des grands clubs français à ce moment-là. Il va faire ses gammes essentiellement en deuxième division. Il va connaître une promotion puis une relégation. L'équipe de France olympique aussi. Et il va commencer à affoler un petit peu les recruteurs des meilleurs clubs français. En l'occurrence, à l'époque, c'est Monaco qui vient d'être champion de France en 1961. Le Stade de Reims aussi, qui est finalement son principal concurrent, qui est un club en plus assez proche pour le coup par rapport à Troyes. Et c'est l'AS Monaco qui va décrocher la timbale et qui va signer Marcel Artelleza pour remplacer numériquement un des grands patrons de l'équipe, qui était Raymond Calbel, qui était le capitaine, si je ne dis pas de bêtises, de la Coupe de 1960 et du titre de 1961. Donc quand même un sacré morceau à remplacer à ce moment-là. Ouais, Raymond Calbel qui part à contre-cœur, vraiment, il n'avait pas du tout envie de quitter le club et Artelleza. Il part au Havre. Mais là, n'oublie pas la puissance du Port du Havre. Mais tu as quand même un joueur qui est triste de partir et qui est quand même remplacé par un autre joueur qui va rapidement monter. Il arrive pour une somme quand même très élevée, on parle de 25 millions d'anciens francs. Alors je vous donne pas la conversion en euros évidemment parce que bon j'ai pas envie de perdre tout le monde et voilà, on n'est pas là pour faire des maths. Pas envie de perdre Tom. C'est en centimes quoi du coup. C'est 25 millions de centimes. Ouais. Et c'est vrai que Monaco sur ce marché des transferts cette année-là dépense quand même près de 150 millions en tout d'anciens francs justement, donc c'est quand même une somme colossale. D'après Sud-Ouest, c'est peut-être les transferts les plus retentissants. Et Artelleza fait partie du lot. Artelleza qui, lui, se découvre finalement peut-être cette vocation ou cette carrière de footballeur un peu sur le tard. D'où le surnom. Ah, une carrière dans le bâtiment, du coup. Voilà. C'est
Effectivement, enfin voilà, du coup, d'où le surnom Boris. Alors, Le maçon. voilà, le maçon, on a vu aussi la truelle, hein, les deux surnoms sont acceptés. Mais voilà, c'est vrai que c'est un joueur qui finalement est convaincu par 3. Tu disais Boris, voilà, c'est là où il fait ses premières armes de footballeur, mais c'est vrai que c'est 3 qui le convainc, alors qu'au départ, lui, il se destine plutôt au bâtiment. Une première saison, mine de rien, où il va Rome tout de suite s'imposer comme un titulaire indiscutable et faire une saison très très pleine. Ouais, bah, comme on l'a dit, il vient pour remplacer Kelbel, qui était un titulaire indiscutable et capitaine. Et il va s'imposer très très rapidement. Il fait quasiment que des saisons pleines chez nous. On verra le détail de ses stats et de ses matchs, mais dès la première saison, c'est un peu plus d'une trentaine de rencontres, et ça sera le cas pour toutes ces saisons au club. Donc quelqu'un de fiable, et donc il va s'imposer assez rapidement. Après, la saison de l'AS Monaco, cette saison 61-62, elle est assez décevante, puisque le club sort d'un titre, et malgré, tu l'as dit, des gros apports, il y a eu aussi quand même quelques départs, et le club va finir à une 6e place assez décevante. Mais par contre, c'est vrai que dès la saison suivante, ça va être la seule saison jusqu'à présent du fameux doublé. On en a déjà évidemment longuement parlé quand on a fait les différents murs sur Biancheri, Forcario, Hidalgo, etc. Et également, il va s'imposer, contrairement justement aux autres qu'on a cités, comme une valeur également sûre de l'équipe de France, avec un peu plus de 20 sélections, ce qui est quand même beaucoup dans le contexte et dans l'époque qui était les années 60, où forcément il y avait quand même un petit peu moins de rencontres que pas la Ligue des Nations. Je ne sais pas si on pourrait faire une conversion c'est que vos 20 matchs. Une sélection, là. Ouais, voilà, que vos 20 matchs de l'époque dans le foot moderne, mais je pense qu'on peut à minima multiplier par 2, je pense, en termes en tout cas de chance de pouvoir être international. Ouais, il est avant même l'équipe de France internationale, il est quand même aussi sélectionné en équipe de France olympique. Alors c'est avant son arrivée à l'AS Monaco, et il va quand même participer aux Jeux olympiques de Rome, où il joue les 3 matchs. Oui. Donc voilà, et c'est effectivement à partir de 1963, de l'automne 1963, donc que Arteleza va vraiment goûter à l'équipe de France pour une, tu as dit, plus d'une vingtaine de matchs. Il y en a 21 en tout. Et donc plusieurs compétitions disputées avec, à savoir la Coupe du Monde notamment en 1966. Qui verra la consécration de l'Angleterre, si je ne me dis pas de bêtises. Voilà. Chez eux. Ah, exactement, ouais, voilà. Comme nous, chez nous. On me dit que la VAR ne fonctionnait pas. Que la goal line technologie n'a pas bipé. Non. Des palettes sont circulaires. En tout cas, voilà, cette saison-là, du coup, on l'a dit, c'est une saison qui marque le doublé et le seul doublé de l'histoire du club. On en a déjà évidemment beaucoup parlé. Mais en tout cas, il y a aussi il y a cette deuxième finale aussi, disputée face à Lyon. Et là, Arteleza avouera quand même que la deuxième rencontre n'était pas la plus palpitante, et que du coup malheureusement c'était difficile de rejouer, de trouver la même motivation que la première fois, ça n'avait pas la même saveur que la première finale, et en plus il avait fallu remettre le banquet, et ça c'était pas cool. Et clairement c'est l'aspect le moins rigolo, voilà, quand on doit remettre des banquets. Tu peux comprendre. Je suis totalement, je m'inclus dans le lot. Voilà. En tout cas, Arteleza connaît une ascension assez fulgurante à l'AS Monaco. Mais voilà, Monaco, c'est aussi une équipe en 63-64 qui doit se reconstruire. En tout cas, qui doit laisser partir certains joueurs importants également, qui doit ensuite laisser partir son entraîneur, Lucien Leduc. Ça fait beaucoup, remplacé par Roger Courtois. Et Monaco va perdre un petit peu de sa superbe, en tout cas
pas l'année suivante le titre, mais les années qui suivent, on connaît ce déclin à Rome. Ouais, encore une fois, on en a pour le coup un petit peu plus parlé sur Forcario, parce qu'on avait bien précisé que Forcario était certes de l'équipe de 63, mais il y avait encore un rôle un peu plus secondaire, entre guillemets. Artelleza, lui, par contre, était un vrai titulaire indiscutable. Et c'est vrai que la saison d'après, elle est encore bonne. Monaco est une nouvelle fois sur le podium. On finit même second du championnat. Mais après, ça va être le début d'une petite descente qui va amener jusqu'à la première relégation à la fin des années 60. Et Artelleza, il va faire partie de ceux qui vont rester un petit peu au club, parce qu'il va quand même, lui, pousser jusqu'en 66, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Donc, il va connaître évidemment 2 saisons un petit peu plus compliquées au club en milieu de tableau plutôt. Mais c'est vrai que le club, à cette époque-là, a du mal à se renouveler, et c'est l'avènement des joueurs comme Forcario, dont on avait parlé, et les vrais joueurs cadres qui étaient ceux qu'on a pu parler, ou ceux dont on va parler, comme des Théo, etc. Eux vont partir, et le club petit à petit va chuter, et c'est pour ça certainement également pour ça que fin d'année 66, donc après une deuxième saison très décevante, il va décider de partir, et comme bon nombre de ses contemporains ou joueurs plus actuels, va faire le choix de partir à l'Olympique de Marseille, puisqu'évidemment, à peu près 80% de nos joueurs qu'on fait dans cette émission Mur des légendes sont aussi passés à Marseille. Ouais, en tout cas, j'avais noté aussi une citation d'Artelleza sur le départ de Leduc, qui disait: après le départ de Leduc en 63, il y a eu comme une fracture, et pourtant Roger Courtois était un excellent entraîneur, peut-être un peu trop gentil avec certains d'entre nous. Voilà, en tout cas, ça montre quand même aussi l'importance qu'a eu un Lucien Leduc, et c'est vrai qu'on aura l'occasion d'en parler dans une émission d'ici peu. Puisqu'on a Roger Courtois, qui, pour l'anecdote, était l'ancien entraîneur d'Artelleza à Troyes, par ailleurs. Effectivement, qui retrouvait Artelleza du coup à Monaco, tout à fait. Tout à fait, Boris. Voilà, Roger Courtois qui a quand même eu une belle carrière, un entraîneur qui n'était pas non plus le premier venu. Mais voilà. Du coup, voilà. Parlons un petit... Les saisons, on les connaît, on voit ce déclin. Rome, tu l'as souligné, Artelleza, quoi qu'il en soit, fait des saisons extrêmement pleines. J'ai quand même relevé sur une saison, sur la saison 63-64, où Monaco joue la double confrontation face à l'Inter Milan. D'après, en tout cas, la presse que j'ai trouvée d'époque, sa rencontre du match retour était, semble-t-il, irréprochable, et malgré la défaite 3-1, il était considéré comme le meilleur monégasque sur le terrain, donc au niveau européen. On disait qu'il relançait souvent ses attaquants, qu'il venait souvent les soutenir, et tout en surveillant Mazzola toujours de manière très, très rigoureuse. Donc voilà, quand même sur un match à haut niveau, puisqu'on le sait, en plus l'Inter Milan gagne la compétition, la C1 cette saison-là, face à des adversaires, on va dire, de gros calibre. Artelleza avait, semble-t-il, au moins prouvé sa valeur au haut niveau. Ouais, mais de toute façon, on l'a dit encore une fois, c'est celui qui a été le plus international de cette époque-là, particulièrement chez nos défenseurs. Ils sont certains à avoir un petit peu goûté à l'équipe de France, évidemment pas Forcario, bien entendu. Il aurait certainement pas pu non plus, mais il est international de 63 à 66, donc toute sa période monégasque. À partir du moment où il part, il ne sera plus international. Donc oui, c'était une des valeurs sûres de notre club, évidemment, de notre championnat, et également de notre équipe nationale, même si, c'est pas non plus la grande période de l'équipe de France, quoi. Il y avait eu 58, lui, il n'y est pas, contrairement à justement celui qu'il avait remplacé, si je dis pas de bêtises. Kelbel, lui, était dans cette équipe de 58. Et voilà. En tout cas, du coup, sur le joueur, alors c'est vrai que forcément les témoignages sont plus compliqués à trouver. J'en avais quand même noté quelques-uns, notamment de son coéquipier d'époque, qui était donc Georges Casolari, qui disait je vouais une profonde admiration à Marcel Artelleza, simple, sobre et efficace, un modèle du genre.
Je suis également allé chercher un petit peu plus loin. Alors, tu en parlais de l'Olympique de Marseille. C'est Jean-Paul Escal qui était le gardien de l'Olympique de Marseille quand Artelleza les a rejoints. Et il disait le maçon, c'était Marcel Artelleza parce qu'il colmatait toutes nos brèches. Quel défenseur formidable, dur, précis, technique, d'une grande simplicité alors qu'il était international. Il nous avait beaucoup apporté. Voilà. Donc c'est vrai que là, encore une fois, on a témoignage de la qualité du joueur que semblait être Artelleza. Et du changement de vocabulaire aussi, parce que maintenant, quand on dit que quelqu'un est un maçon, c'est rarement très positif. Ouais. C'est rarement pour louer des qualités techniques ou même footballistiques. Quand c'est Glick qui balance des parpaings, en général, c'est moins bien vu. C'est un autre type de maçon, quoi. C'était pas Jardim aussi qui s'était auto-attribué meilleur maçon de la truelle d'or. Ouais, la truelle d'or. Parce que... Évidemment. C'est un peu d'autodérision. Ouais, ça c'était effectivement c'était assez rigolo. En tout cas, voilà, un défenseur extrêmement rugueux, semble-t-il plutôt dur sur l'homme, et avec de ce que j'ai pu lire aussi, une bonne détente verticale, semble-t-il. Voilà, ça. Petit gabarit, parce qu'il faisait 1m73. Oui, effectivement. Ce qui aujourd'hui serait quand même très très compliqué pour le niveau à ce poste-là, qui sûrement à l'époque était un peu plus. Ouais, voilà. Un peu plus faisable. Mais... Voilà. Donc en tout cas, dans les eaux d'un Ivan Cordoba, quelque chose comme ça. Ouais, en tout cas, une vraie régularité au haut niveau avec l'AS Monaco et avec l'équipe de France. Voyons du coup, Rome, un petit peu plus ses statistiques en détail sur les 5 saisons qu'il a disputées avec l'ASM. C'est simple, il y a les... Alors, je ne sais pas combien tu as mis sur ton visuel, parce que c'est vrai que les chiffres, encore une fois, pour les joueurs de cette époque-là, ça peut varier un petit peu. Moi, personnellement, je l'avais noté 200 rencontres. Selon les manifestants. On est en tout cas aux alentours des 200 rencontres, 5 buts marqués, donc ça c'est assez oubliable. Toujours plus que Fofana. Mais c'est toujours plus que Fofana, il est vrai. Et après, évidemment, c'est son fait d'arme numéro 1, c'est ce doublé de 63 où il est titulaire indiscutable, et on peut y rajouter également une place de vice-champion de France, et puis également, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'intégralité de ses sélections en équipe de France, soit 21, sont sous le maillot à la diagonale, ce qui doit certainement plutôt bien le classer d'ailleurs dans les joueurs qui ont été internationaux chez nous, parce que je sais qu'Amoro, c'est évidemment intouchable en tête. Après, ça doit être Barthez, je suppose. Mais avec 21 sélections, il doit être autour d'un Djibril Sidibé, qui doit être pas très loin de ça aussi. Bellone, qu'on fera bientôt, si je ne m'abuse aussi. Et du coup, je ne pense pas qu'il en ait eu après Monaco, Bellone. Je crois que si, Bellone est rappelé après quand il arrive à Cannes. Ça doit pas être énorme. Oui, effectivement, vu la carrière derrière, c'est quand même vite terminé. Alors, c'est très simple, je vais vous dire tout ça. Alors, les chiffres datent jusqu'à 98, donc ça a sans doute forcément évolué, mais en tout cas, jusqu'à 98, il était... pas si ça a beaucoup bougé depuis. C'est peut-être pas. En tout cas, il en avait 20 avec l'ASM, ce qui le plaçait à la 15e position. Voilà. Oui, donc c'est ça. Ouais. Donc, Et oui, mais ça m'étonne pas. Et je te dis, il y a peut-être Sidibé qui lui est passé devant, mais encore, je suis même pas sûr. Il doit être dans ces eaux-là, Djib. Barthez est certainement passé devant parce que Barthez était à 19, juste derrière, en 98. Donc, je crois qu'il a je crois que Barthez est largement passé devant. 37 chez nous, Bellone 31. Donc on peut s'accorder sur le fait que voilà, il est large, il est 16e au moins, top 20 a priori. Je noter aussi sur ses stats, c'est une vraie régularité de Marcel Artelleza. Il y a 3 saisons où c'est le joueur le plus utilisé du club, 3 saisons sur 5, et notamment la saison du doublé, il joue, je crois pas me tromper, je crois qu'il joue tous les matchs. Il joue les 38 matchs de championnat et les 8 matchs de coupe, donc 100% des rencontres. J'ai pas le détail, mais très probablement comme titulaire. Comme ses 20 sélections d'ailleurs, ses 21 sélections, j'ai vu, il a été c'est 90 minutes fois 21 en fait. Donc voilà, les garçons très réguliers. Ouais, effectivement, tu as tout à fait raison sur l'année du doublé. Alors du coup, on peut évidemment se demander si tout cela est suffisant pour mettre Marcel Artelleza sur le mur des légendes.
Est-ce qu'on va mettre le maçon sur le mur de l'AS Monaco. Ouais, est-ce que le maçon va pouvoir se mettre dessus ou est-ce qu'il va devoir rajouter des parpaings pour augmenter la taille Eh bien non, donc pour l'instant pas besoin d'augmenter la taille puisque le mur ne s'allonge absolument pas depuis le début de la saison 2. Voilà, je suis le seul à l'avoir mis en fin de compte. Nos auditeurs ont décidé à 73% de non, peut-être plus par je sais pas, peut-être une méconnaissance du joueur, ce qui est tout à fait plausible aujourd'hui. Mais voilà, moi j'ai considéré que ça pouvait être intéressant de le mettre, en tout cas par rapport à d'autres joueurs, parce qu'il y a quand même un haut niveau qui est démontré, notamment par rapport à ces sélections en équipe de France. Ce que j'ai pu lire en tout cas, du coup, bon, c'est très partiel, mais sur les 6 matchs de Coupe d'Europe qu'il a disputés de l'AS Monaco, qui sont les seuls matchs de Coupe d'Europe du coup des années 60, visiblement c'est un joueur qui a su élever aussi son niveau, donc je pense que le niveau n'était pas vraiment un problème, la longévité était acceptable, autour des 200 matchs. Effectivement, j'avais noté 199 parce que c'est un chiffre au moins qui est sûr. J'ai vu que ça pouvait monter jusqu'à 202. Bon, je sais pas exactement d'où est-ce qu'ils ont pu provenir. Mais voilà, un palmarès aussi, on l'a dit, se doubler. Il y a aussi un petit challenge des champions gagné à la pièce. Le fameux. Voilà. Donc voilà. Bon, évidemment, le point principal, du coup, c'est aussi la question de la legacy, où il est un petit peu en dessous. Il est en dessous, malgré tout, je crois qu'on lui a mis 2 avec Boris, donc un peu plus que d'autres qu'on pourrait faire de cette époque-là. J'avoue que j'ai plus exactement tout en tête, mais je lui ai mis 2 parce que il est quand même dans les livres grâce à l'équipe de France, donc c'est pour ça que la legacy est un peu supérieure. On vient de le dire qu'il y a une vingtaine de sélections en étant chez nous au club, donc ça lui permet de... Il était même capitaine en 66 à la Coupe du Monde. Oui, voilà, en plus. Donc après, c'est un peu compliqué quand même d'aller plus haut. On l'a plutôt bien noté sur le niveau parce que, encore une fois, je pense que c'est clairement le meilleur défenseur du titre de 63. C'est un de nos meilleurs éléments, mais il n'a pas suffisamment fait aussi après dans le foot pour rester un peu plus dans l'histoire, évidemment, que ce soit au club ou ailleurs, donc, comme un Hidalgo ou comme un Biancheri, qui en plus, eux, ont quand même la chance d'être des 2 titres. Arteleza n'est pas là encore en 61, donc c'est aussi ça peut-être qui lui fait défaut. Et puis, pour conclure, le poste de défenseur, c'est dur parce qu'on en parlait avant l'émission avec Boris, on l'avait mis dans nos équipes type historiques. Moi, je l'avais mis sur le banc. Mais c'était aussi parce qu'il fallait un petit peu mettre du monde. Et c'est pour ça que moi, j'avais mis Marquez sur mon mur, parce que pour moi, il fallait quand même mettre un minimum, au moins un défenseur central sur ce putain de mur. Et pour moi, c'était plus Marquez qu'Arteleza. Donc voilà pourquoi je le mets pas. Il en est pas si loin que ça. Encore une fois, si mon mur faisait 50 joueurs, il pourrait y être. Et comme je vais essayer de me contenter de ne pas dépasser les 20-25 grand maximum. Autant vous dire que cette saison 2, il ne va pas y avoir grand monde sur mon mur. Je précise, il y a une petite coquille sur le visuel. Tu as bien mis 2 en Legacy, même s'il y a 3 qui est affiché. Mais c'est une coquille de ma part. Voilà. Je tenais à le rectifier. Voilà, ouais. On essaie de me faire passer pour un con. Non, j'ai bien mis 2. Oui, je suis allé vérifier. Boris, du coup, de ton côté? Ouais, c'est vrai que moi je l'avais mis dans mon 11 type all-time, parce qu'il y a un peu de tout, il y a du palmarès, il y a du niveau, on l'a pas dit, en 1964 il est élu joueur français de l'année, France Football aussi, donc voilà, ça montre que c'était pas un pimpin, et c'était un peu une lignée, mine de rien, de centraux. Alors je pense qu'on les a jamais eu ensemble, mais avec un Zitouni, puis un Kaelbel, puis un Arteleza, qui étaient vraiment des joueurs de grande qualité, des internationaux français, des joueurs assez importants de l'équipe de France tour à tour. Et Arteleza, c'est lui que j'avais un peu ressorti en premier pour se doubler, pour sa longévité.
Maintenant, légende, ça me semble un peu fort. Et je rejoins beaucoup des arguments de Rome. Il y a plein de choses qui auraient pu le faire basculer dans le mur, peut-être d'être du premier titre, peut-être d'avoir un après-carrière qui l'aurait ancré un peu plus dans l'histoire, comme Hidalgo ou Biancheri, qui peut-être étaient des joueurs moins importants en fait en tant que joueurs, hein, qui n'ont pas eu la même carrière en équipe de France par exemple, mais qu'on a fini pour mettre sur le mur parce que voilà, c'est des gens qui, au-delà de leur carrière de joueur, ont marqué le club. Donc voilà, il me manque un petit chouïa, mais c'est un des joueurs qui est un peu dans le vestibule pour moi. Autant il y a des joueurs qu'on a fait qui pour moi sont très très loin du mur. Il y a des joueurs dans le vestibule. Dans mon vestibule, il y a Gallardo par exemple, qui jusqu'à maintenant dans ma tête était le premier, celui qui toquait vraiment à la porte, qui était juste à côté du mur, quoi. Et Arteleza, il est un peu dans ce groupe-là pour moi. C'est vraiment un joueur qui est pas loin. Ouais. Donc ça me choque pas complètement que quelqu'un ait envie de le mettre. Pour moi, voilà, moi je suis assez restrictif depuis le début, mais c'est pas le plus déconnant clairement qu'on peut entendre. En tout cas, il va falloir faire des travaux pour agrandir le vestibule alors. Ça tombe bien. Mais en tout cas, tu as bien fait de souligner une récompense individuelle qu'il a obtenue, hein, ce titre de joueur français de l'année en 64, qui était décerné par France Football. Et c'est vrai que d'autant plus que c'est une récompense que les Monégasques ont eu très rarement dans leur carrière. Il y en a seulement 4 qui l'ont eu. L'année d'avant, c'était Yvon Douis qui l'avait obtenu en 63. Et derrière, on a Jean Petit, dont on avait déjà parlé en 78, et Manu Amoros en 86. Donc c'est vrai que voilà, il est un des 4 Monégasques à avoir obtenu cette récompense. Donc forcément très rare. Mbappé, ça s'est joué à 6 mois. Voilà. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. On peut considérer qu'il l'a eu un peu chez nous. Un petit peu. Mais donc voilà, en tout cas... Il y a une époque aussi, il y avait distinction joueurs français et étrangers. Je pense qu'on en a eu des étrangers aussi, mais il faudrait que je vérifie. Oui, peut-être, oui. J'ai pas il y a eu Barberis. En tout cas, là, c'est joueurs français. Là, c'est joueurs français, en tout cas. Voilà. Il y a eu Barberis, il y a eu Glenn Hoddle, très certainement. Et Sonny Anderson, peut-être, mais je sais pas à partir de quel moment ils ont réunifié les deux, donc faisons confiance à Damien. Du coup, toujours personne sur le mur, hein, ce mur qui s'affiche du coup juste ici. Rendez-vous en 2022. Rendez-vous en 2022 pour un nouveau nom. Non, un petit peu plus tôt. Alors j'aurais envie de dire rendez-vous... C'est même pas sûr. C'est pas sûr. J'aurais envie de dire rendez-vous la semaine prochaine, rendez-vous lundi prochain pour l'émission Bruno Bellone. Mais bon, qui sait, nous verrons bien. Donc je n'ai pas affiché la date parce que comme maintenant vous avez pu vous en rendre compte, c'est un petit peu plus le planning est un petit peu moins serré, donc on diffuse pas forcément tous les lundis, donc voilà, j'ai mis juste que ce serait la 30e émission, Bruno Bellone, mais bon là a priori comme on enregistre dans la foulée, ça sortira lundi prochain sans problème. Le prochain rendez-vous par contre, lui, ce sera donc Monaco qui reçoit Lille. On va recevoir 3 fois d'affilée et ce sera vendredi à 21h. J'ai tout bon, je crois. C'est ça, c'est le vendredi soir. Après l'heure exacte, je sais pas parce qu'ils font que de changer entre 21h45. Bon. Ah, c'est vendredi, ouais. C'est ça. Oui, enfin 20h45. Ouais. Tout à fait. C'est bien vendredi, donc sur Prime, du coup. Oui, voilà. Absolument. Voilà, en tout cas, du coup, Marcel Arteleza, pas sur le mur, mais c'est pas très grave. Le plus important, en tout cas, c'est que nous espérons que vous avez découvert ce joueur avec nous. Un joueur donc qui a quand même marqué l'histoire du club sur les années 60. Merci Rome et merci Boris. Et puis nous, on se retrouve très bientôt du coup pour parler de Bruno Bellone. Salut! Et bisous!